Actuellement, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis, des manifestations violentes se poursuivent. Les manifestations ont éclaté en raison de la controverse sur la répression brutale de l'Agence américaine de l'immigration et des douanes. Et depuis, la situation s'est tendue entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'État. Le président Trump a même évoqué la possibilité d'invoquer la loi sur l'insurrection. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Regardons cela tout de suite. Selon un reportage du Wall Street Journal du 18 janvier, l'armée américaine a donné l'ordre à 1500 soldats de la 11e division aéroportée stationnée en Alaska de se préparer à un éventuel déploiement dans le Minnesota. L'armée américaine a précisé qu'aucune décision de déploiement n'avait encore été prise, mais qu'il s'agissait de se tenir prêt à intervenir immédiatement si le président en donnait l'ordre. Le 15 janvier, le président Trump a averti qu'il invoquerait la loi sur l'insurrection si les politiciens corrompus du Minnesota ne mettaient pas fin aux agitateurs et insurgés, attaquant les agents de l'Immigration and Customs Enforcement. Cette loi sur l'insurrection donne au président le pouvoir de déployer l'armée, y compris la garde nationale, à l'intérieur du pays en cas d'urgence telle qu'une émeute, une insurrection ou une entrave à l'application de la loi. Elle a été invoquée lors des émeutes de Los Angeles en 1992 et utilisée sans accord du gouverneur il y a 60 ans. Le président Trump a dit le 16 qu'il utiliserait la loi sur l'insurrection si besoin, mais pour l'instant il n'y a pas lieu de l'invoquer, et il reste prudent. Des agents du FBI pourraient aussi être déployés sur le terrain. Bloomberg rapporte que le FBI a urgemment demandé à toutes ses branches de recruter du personnel pour l'envoyer à Minneapolis. Certains estiment qu'il ne s'agit pas simplement d'un soutien gouvernemental, mais d'une démarche visant à intervenir directement sur le terrain. Les agents du FBI enquêtent généralement sur le terrorisme, le crime organisé et les crimes fédéraux majeurs. Il serait donc rare que ces agents patrouillent lors de manifestations ou appuient des contrôles migratoires. En particulier, si l'opinion se répand que les agences fédérales d'enquête prennent un rôle de premier plan dans le maintien de l'ordre et la gestion des manifestations, il y a de fortes chances que la tension au sein de la société locale s'intensifie davantage. Ce mouvement montre aussi que le gouvernement fédéral juge la situation grave, au-delà d'un simple incident local. Actuellement, la situation au Minnesota est extrêmement tendue, car le gouvernement fédéral continue de faire pression sur l'État du Minnesota. Pour vous donner une idée de l'ampleur de cette pression, Jacob Frey, maire de Minneapolis, a déclaré sur Cable News Network et d'autres médias qu'il n'aurait jamais cru possible que le gouvernement fédéral nous envahisse. Comme expliqué plus tôt, il a aussi qualifié la mobilisation des troupes aéroportées de provocation, visant à inciter les manifestants à la violence. Tim Walz, le gouverneur du Minnesota, a mobilisé la garde nationale et déployé des troupes à des points stratégiques après l'arrivée de la division aéroportée fédérale. Cela s'interprète comme une volonté du gouvernement de l'État de montrer qu'il dispose des capacités et des ressources suffisantes pour contrôler la situation. Le gouvernement de l'État a déclaré dans un message publié sur X que la garde nationale de l'État n'avait pas encore été déployée dans les rues, mais qu'elle était en attente afin de garantir la sécurité des citoyens et le droit à des rassemblements pacifiques. Le 7 janvier, une femme nommée Renee Guzzi a été tuée par balle par un agent de l'Immigration and Customs Enforcement. Les manifestations se sont propagées dans le Minnesota, et les affrontements avec l'Immigration and Customs Enforcement se sont multipliés. Les agents de l'Immigration and Customs Enforcement ont utilisé des gaz lacrymogènes, du gaz poivré, contrôlé des véhicules et arrêté des personnes. Les images diffusées sur les réseaux sociaux ont amplifié les manifestations. Bien sûr, la juge fédérale Kate Menendez du Minnesota a émis une ordonnance d'urgence interdisant les arrestations de représailles contre les personnes participant à des manifestations pacifiques, ainsi que l'utilisation de gaz lacrymogène et de gaz poivré contre les manifestants pacifiques. Les affrontements entre manifestants et agents se poursuivent aujourd'hui là-bas. L'administration Trump a enquêté sur Tim Walz, gouverneur du Minnesota, et Jacob Frey, maire de Minneapolis, pour entrave à la loi fédérale. Regardons bien le début de cette affaire. Tout commence par une fusillade qui a eu lieu le 7 janvier 2026 à Minneapolis, dans l'état du Minnesota, aux États-Unis. René Good, qui était assis au volant d'une voiture garée en biais au milieu d'un quartier résidentiel, et son épouse, Becca Good, qui se tenait près du véhicule, étaient en train de se disputer avec l'agent Jonathan Ross, qui filmait la scène. On ignore comment la situation a débuté, mais selon les images de Cable News Network, René Good dépose Becca Good sur le bas-côté, puis fait demi-tour et s'arrête au milieu de la route avant l'incident. Une vidéo du ministère de la Sécurité intérieure montre le véhicule de Good bloquant la route en klaxonnant, suivi d'une confrontation avec les agents de l'Immigration and Customs Enforcement. L'administration Trump et l'Immigration and Customs Enforcement affirment que René Good a poursuivi le véhicule de l'Immigration and Customs Enforcement et lui a barré la route, tandis que la famille explique que cette action faisait partie d'une activité de surveillance visant à observer les opérations de l'Immigration and Customs Enforcement et à en informer la communauté locale. Donc au final, il semble que cet incident ne soit pas une simple vérification des agents de l'Immigration and Customs Enforcement envers le groupe de Good, mais plutôt que la collision soit survenue lorsque le groupe de Good a bloqué le déplacement des agents de l'Immigration and Customs Enforcement. Un agent de l'Immigration and Customs Enforcement est sorti du véhicule et a ordonné à René Good de descendre, tentant d'ouvrir la porte en passant le bras par la fenêtre. À ce moment, Becca Good a crié à René Good de partir. Entourée d'agents,
Ronnie Good a tourné à gauche, reculé, puis avancé à droite pour s'échapper. Jonathan Loss, filmant devant le véhicule, a tiré 3 fois avec son arme lorsque la voiture de Good a tourné à droite, tuant Ronnie Good. Les avis sont très partagés quant à savoir si cette fusillade était justifiée ou non. En particulier, selon l'orientation politique, les opinions divergent fortement. Les personnes de tendance progressiste affirment qu'il s'agissait d'une réaction excessive. Le document officiel, qui résume juridiquement les recommandations du ministère américain de la Justice concernant l'utilisation des armes à feu et les situations impliquant des véhicules, stipule qu'il ne faut pas tirer dans le seul but d'arrêter un véhicule en mouvement. Il est précisé que des réponses non violentes, comme s'écarter de la trajectoire du véhicule, doivent être privilégiées. L'usage de la force physique ne doit être utilisé qu'en dernier recours, par exemple lorsque l'agent risque d'être percuté ou que le véhicule fonce sur lui. Le manuel souligne donc qu'il s'agirait d'une réaction excessive. A l'inverse, les personnes de tendance conservatrice affirment qu'il s'agissait d'une fusillade justifiée. Ils soutiennent que le véhicule était perçu comme un objet menaçant et que l'agent a agi de manière légitime pour protéger sa vie et celle de ses collègues. Ils justifient la défense en citant des précédents juridiques américains qui autorisent l'usage de la force létale lorsque le véhicule représente une menace immédiate. La police américaine estime qu'un véhicule fonçant vers un agent ou le frôlant représente une menace mortelle, justifiant l'usage des armes. Le ministère de la Justice des États-Unis ne va pas enquêter sur l'abus de pouvoir de l'agent Hick. Ford Blanche, sous-secrétaire à la justice, a aussi affirmé qu'aucune enquête sur la légalité de la fusillade n'est justifiée pour le moment. Le ministère de la Justice des États-Unis a ordonné d'enquêter sur l'épouse du défunt et ses liens avec des organisations citoyennes. En fait, la population de l'État du Minnesota est d'environ 5,79 millions d'habitants, dont environ 120 000, soit 2,2%, sont des immigrés en situation irrégulière. Ce chiffre reste inférieur à celui du 5%. Cependant, différentes analyses sont avancées quant à la raison pour laquelle le président Trump cible le Minnesota. L'une des principales raisons est que le Minnesota est un bastion du Parti démocrate, et c'est aussi une région très progressiste. Des analyses estiment que si Trump contrôle le Minnesota en misant sur sa politique anti-immigration, il pourrait gagner d'autres États ensuite. Selon Cable News Network Minneapolis, Minnesota est un terrain d'expérimentation où Trump piétine les valeurs progressistes des villes opposées à son autorité. Associated Press estime que les conflits au Minnesota attirent fortement les partisans de Make America Great Again, soutenant Trump sur les réseaux sociaux. Si l'on regarde l'évolution à venir, il ne semble pas très probable que cette situation se transforme en de grandes manifestations nationales secouant l'ensemble des États-Unis. Mais cela ne signifie pas non plus que la situation va se calmer rapidement. En effet, les affrontements centrés sur le Minnesota ne restent pas un simple événement local, mais servent de déclencheur pour faire remonter à la surface les conflits profondément enracinés au sein de la société américaine. Les débats autour de la répression de l'immigration, de l'exercice du pouvoir public et de l'étendue de l'intervention du gouvernement fédéral sont des sujets qui suscitent des réactions émotionnelles intenses, tant chez les progressistes que chez les conservateurs. À l'avenir, la société américaine risque de connaître plus de conflits, tant dans la rue que dans l'opinion publique et la politique. D'un côté, l'utilisation de la force par l'intervention civile et la réponse ferme du gouvernement fédéral seront justifiées par la nécessité de rétablir l'ordre et de faire respecter la loi, tandis que de l'autre, la perception que le pouvoir de l'État menace les citoyens risque de se répandre davantage. Dans ce processus, il est également probable que chaque incident soit intégré dans un cadre politique, où la logique des camps l'emporte sur les faits, et que cette situation se répète. L'opposition entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États est également une structure difficile à résoudre facilement. Si le gouvernement fédéral envoie plus de force ou enquête davantage, les États pourraient réagir fortement, entraînant des conflits sur les responsabilités et réalisations. A l'inverse, si le gouvernement fédéral fait un pas en arrière, les conservateurs qui soutiennent une réponse ferme pourraient critiquer ce recul politique. Quelle que soit la direction prise, le fossé du conflit ne peut que se creuser davantage. Politiquement, il est très probable que cette situation accentue encore davantage la division de l'opinion publique aux États-Unis. La question de l'immigration est déjà l'un des sujets les plus sensibles dans la société américaine, et avec l'ajout des décès par balle et la possibilité de déploiement militaire, le niveau d'émotion est monté d'un cran. À l'approche des prochaines élections de mi-mandat, il est fort probable que cet incident soit exploité non seulement comme un débat politique, mais aussi comme une question d'identité. Il semble également de plus en plus probable que les différents camps choisiront l'affrontement plutôt que le compromis. En fin de compte, cette situation au Minnesota risque fort de devenir une nouvelle illustration de la profondeur des divisions qui existent déjà au sein de la société américaine. Les manifestations dans la rue peuvent être limitées à certaines régions, mais il est fort probable que leurs répercussions s'étendent à l'ensemble de l'opinion publique et du système politique, amplifiant ainsi les tensions et la méfiance au sein des États-Unis. Au final, ce conflit n'est pas un problème qui se résoudra à court terme, mais il est fort probable qu'il serve de point de départ pour exposer les divisions structurelles qui existent au sein de la société américaine. Qu'en pensez-vous de la situation actuelle? Laissez vos commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo.